Bonjour Michel Mondet. Bonjour Thibault. Vous êtes président d'Acquérance Consulting et on va parler une nouvelle fois d'automatisation aujourd'hui et on va essayer de le lier. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore traité, c'est ce lien avec les réductions d'effectifs. Est-ce que l'explication est aussi binaire? Est-ce qu'on automatise, du coup, on a moins besoin de personnel? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Non, ce que vous dites était probablement vrai dans les années 80, dans les crises post-pétrolières, on a évidemment imaginé ce genre de choses. Non, c'est moins binaire. Regardez les reconversions de sites, par exemple. C'est vrai dans l'automobile, si vous voulez. Automatiser une chaîne, c'est pas véritablement passer de la même chaîne à une chaîne elle-même automatique, c'est transformer un peu l'usine. Donc il faut relocaliser parce qu'on n'a pas l'espace, on a des contraintes, etc. Donc il faut mettre ailleurs le site. Et du coup, cette relocalisation de l'usine, elle passe par des licenciements ou des départs d'effectifs, parce qu'in fine, ces effectifs sont embarqués dans le projet. Mais ce n'est pas directement lié. Mais alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette automatisation? Quelle est la logique qu'il y a derrière? C'est simplement pour faire moderne? Non, c'est pas que pour faire moderne. Je reprends un terme que vous nous aviez dit sur ce plateau. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, il y a toujours quand même des vestiges années 80, si j'ose dire. La machine, le robot, il ne fait pas grève, il ne tombe pas malade et surtout, il ne fait pas d'erreur. Donc évidemment, ça reste vrai in fine. Et fort heureusement, les voitures sont beaucoup construites à travers les robots. En revanche, il y a quelque chose qui est un peu nouveau et qui n'est pas du tout années 80, c'est le comportement des équipes, si vous voulez. On est quand même dans une période depuis quelques années où non seulement il y a une pensée unique, mais là son corollaire, c'est son comportement unique. Et le comportement unique de la plupart des équipes, c'est quand même de critiquer le chef, parce que forcément, comme j'ai le devoir de le critiquer, on mélange un peu tout, évidemment on ne propose rien. Regardez les statistiques sur est-ce que Macron a convaincu la télévision, on sait que le lendemain, 66 ou 70% des gens disent non, on le sait avant. Bon. Donc ce type de critique, elle gêne beaucoup, parce que in fine, les dirigeants ou les managers intermédiaires sont lassés. Ils ont droit, comme tout le monde, au respect humain, si vous voulez. Donc à un moment donné, il y a cette lassitude qui s'installe et il y a probablement moins d'efforts à vouloir sauver tel service ou telle filiale dont on sait très bien qu'ils sont, entre guillemets, ingérables. C'est comme ça qu'on dit les choses en entreprise. Ingérable, ça veut dire j'abandonne, je suis là de toute cette situation. Mais alors comment est-ce qu'on fait pour se remettre à préférer l'humain à la machine dans l'entreprise? Ah, c'est une grande question. Question presque philosophique. Elle est un peu philosophique. Mais c'est vrai que la situation, il y a des datas, il y a des process et il y a des hommes-choses. On leur demande de faire des choses, on processe l'individu, on lui donne des scripts, on le forme à un certain nombre de tâches, etc. Et par ailleurs, on l'interdit complètement de parler et de sortir de son monde strictement professionnel. Pas parler de religion, pas parler de politique, pas parler de ce que vous voulez, etc. Donc il est enfermé dans l'homme-chose. Pour sortir de l'homme-chose, c'est un peu grandiloquent, mais il faut réapprendre à s'aimer entre nous au travail. Vous savez, le travail, c'est comme une randonnée. Bon, quand tout le monde en baffe pour monter au sommet, on se dit rien, on se parle pas, on s'attend plus ou moins, etc. Et à un moment donné, on sort le pique-nique, et là, ça redevient très humain. On peut s'intéresser à tout, on blague, on parle de politique, on s'engueule, etc. Il faut retrouver cette capacité à s'aimer entre nous, c'est-à-dire à parler de tout, y compris des sujets personnels, individuels, le cas échéant, y compris des sujets tabous. Il ne faut pas se laisser enfermer par les prétextes de la vie professionnelle, la vie personnelle, c'est deux choses différentes. C'est pas vrai, c'est très poreux. Il ne faut pas se laisser enfermer non plus par le principe de laïcité. Et conclusion, on pourrait ne pas parler de religion. C'est pas possible non plus. Il faut retrouver le pique-nique dans l'entreprise, si vous voulez. On dit qu'il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Quelles peuvent être ces preuves d'amour en entreprise? Je pense que c'est un engagement. Autant l'entreprise et les dirigeants n'ont pas en charge le bonheur des gens, n'est-ce pas, les fameux happiness managers on en a parlé, oui. Qui ne me plaisent pas trop. Autant je pense qu'il y a un devoir dans les dirigeants d'organiser les pique-niques, c'est-à-dire d'organiser des séminaires, des ateliers de travail, des sorties qui n'ont pas de vocation professionnelle. Regardez le nombre de séminaires où il y a un prétexte de professionnels avec des réunions, des assemblées générales, tout le tralala. Personne n'y va parce que tout le monde va en ville visiter son musée. Et il n'y a aucune collégialité et il n'y a même pas le professionnel. Non, il faut délibérément faire des séminaires et faire des animations de toutes les équipes, et pas uniquement des dirigeants du reste, sur des sujets strictement non professionnels. Très bien, réhabiliter le pique-nique. On retiendra ça, je pense que ça n'a pas été souvent dit dans les médias. Merci beaucoup Michel Mondet.